Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écologue, le numéro 3. On est donc en mars 2025, à l'heure où j'enregistre ces premières images, nous sommes le 5 mars. Je suis actuellement en déplacement professionnel à La Rochelle et donc je vous ai emmené avec moi dans le train et faire une petite visite du port de La Rochelle qui est tout à fait sympa. Je crois que j'étais jamais venu ici à La Rochelle et ça donne presque envie de s'y installer. Demain, je suis en tournage pour la SNCF à la découverte du nouveau train, le TGV M, qui sera le futur TGV qui va rouler en France. Je suis là pour faire une vidéo sur le design du train et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous parler un petit peu de pourquoi l'arrivée de ce nouveau TGV c'est une chouette chose, aussi de vous dire pourquoi le train est cher et puis de porter une petite réflexion générale sur le train et de manière générale tout ce qui est réseau à l'échelle d'un pays. Alors le premier point, quand on parle de train, c'est qu'on dit que c'est trop cher. L'avantage du train, c'est que c'est décarboné. En moyenne, un train, un TGV par exemple, ça va avoir une émission carbone 50 fois plus faible qu'un avion pour le même trajet. Et ça, c'est vachement bien. Le problème, c'est que en général, en France, sur les grands axes, c'est plus cher. On dit que c'est plus cher. Alors, c'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, si vous voyagez ailleurs en Europe, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas toujours vrai parce que le train peut ne pas être cher du tout, notamment quand vous allez plus vers l'est. Je vous mets un lien vers ma vidéo vers la Sicile où je compare les prix et le bilan carbone. Et bah, c'est plus avantageux d'y aller en train. En France, en revanche, c'est cher. Pourquoi? Il y a deux choses à savoir. Déjà, c'est que la SNCF utilise un système de yield management. Le yield management fait que le prix de la place augmente en fonction de combien il reste de place et de comment les places se vendent. C'est un peu une optimisation pour rentrer plein d'argent qui permet de suivre la loi de l'offre et de la demande. Enfin, c'est des trucs d'économie assez basiques. Le problème, c'est qu'en France, on a un manque de trains. Voilà. C'est tout con. En gros, sur les grands axes, notamment les axes de TGV, vous n'avez pas assez de trains pour avoir des dessertes assez fréquentes. C'est pour ça que depuis quelques années, tous les TGV en France sont pleins. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup, et ben ils sont tous pleins. Et comme ils sont tous pleins, bah, toutes les places sont vendues. Et comme toutes les places sont vendues, forcément elles sont vendues plus cher parce que de toute façon elles seront vendues. Donc il y a un déficit de trains en France. Et pour ça, la SNCF a commandé des nouveaux TGV à Alstom. Alstom, c'est un fabricant de trains. Ce nouveau TGV, c'est le TGV M. Il sera en service à partir de 2026. Et donc normalement, il va y avoir plus de trains physiquement qui seront mis sur le service. Et donc normalement, ça devrait faire baisser un petit peu les prix. Ça, c'est la théorie. Le problème, et c'est là que ça devient politique, il n'y a même pas un problème, en fait il y en a deux. Le premier problème, ça j'en parle assez souvent, c'est que quand vous payez un billet de train, il y a une partie du prix du billet qui va à l'entreprise ferroviaire qui fait circuler le train. Donc en France, quand vous prenez un TGV Inouï ou Ouigo, ça va à SNCF Voyageurs, qui est une des entreprises de SNCF. Mais il y a aussi une partie du billet, et c'est à peu près 40%, qui est ce qu'on appelle le péage. En fait, quand un train passe sur le réseau de train, donc les rails en gros. Ce réseau-là, il est géré par une autre entreprise de la SNCF qui s'appelle SNCF Réseau et qui a besoin en fait d'argent pour entretenir le réseau ferroviaire. Et donc il y a un droit de péage comme quand vous payez le péage sur l'autoroute. Le réseau, lui, il appartient à l'État français. Donc ce droit de péage, en fait, c'est une loi. Là, la loi a été votée, il y a eu une hausse du droit de péage, puisqu'il y a besoin d'entretenir le réseau, donc il y a besoin de plus d'argent. Donc 35 à 40% du prix de votre billet, c'est pas SNCF Voyageurs qui veut gagner plus d'argent, c'est l'État qui taxe pour entretenir le réseau. Donc, si le réseau était subventionné, donc ça veut dire si on considérait que c'était un bien public et qu'il était donc payé non pas par le prix du billet de train, mais par les impôts, à ce moment-là, on pourrait baisser les droits de péage significativement et donc baisser le prix du billet de train. Donc vous voyez, c'est un vrai choix politique. On peut décider qu'on va taxer le kérosène des avions et qu'avec l'argent du kérosène des avions, eh ben, on va aller subventionner le réseau ferré et donc faire baisser le prix des billets de train. Ça serait hyper simple comme mesure. Malheureusement, ça passe pas. Y a-t-il des lobbies? On ne sait pas. Deuxième problème, et là c'est une décision qui vient de l'Europe et qui a été appliquée en France, c'est l'ouverture à la concurrence. Vous avez peut-être suivi depuis quelques années, en France, le ferroviaire est ouvert à la concurrence. Jusqu'à 2020, en France ne circulaient que des trains, je simplifie parce qu'il y a le fret et tout, mais ne circulaient que des trains de la SNCF, qui était la société publique nationale, qui avait donc le monopole, qui maintenait et exploitait le réseau. Maintenant, ça a été séparé, il y a SNCF Réseau qui gère le réseau, SNCF Voyageurs qui gère donc les trains, quand vous achetez un billet, TER, TGV, peu importe, c'est SNCF Voyageurs. Mais il n'y a pas que eux. Par exemple, si vous êtes sur la ligne Paris-Lyon, il y a des trains italiens, de Trenitalia. Le problème de l'ouverture à la concurrence, si on revient sur les billets de TGV, c'est que
SNCF Voyageurs n'a pas intérêt à faire circuler tous ces trains. Tout à l'heure je vous disais, s'il y a plus de trains c'est cool, ils seront moins pleins donc les billets coûteront moins cher. Le problème, c'est que SNCF Voyageurs n'a pas intérêt à faire ça parce que si ces trains sont pas pleins, en fait elle va perdre de l'argent, parce que faire circuler un train pas plein, bah forcément ça vous coûte de l'argent. Et donc, face à la concurrence, eh ben, ça sera moins compétitif. Donc en fait, l'autre pendant politique de tout ce problème-là, c'est l'ouverture à la concurrence, qui est une grosse bêtise, puisque si vous voulez rendre compétitif le train, peut-être qu'à court terme ça marche mieux, mais à long terme c'est pas du tout efficace. Et d'ailleurs en Angleterre, où le ferroviaire a été ouvert à la concurrence il y a quand même un paquet d'années, ils sont en train maintenant de faire machine arrière et d'envisager une renationalisation. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est un élément assez intéressant de comment penser local, mais pas trop. Est-ce que le monopole a du bon? En fait, c'est un peu ça la question. Et typiquement sur ce genre de sujet, le monopole a vraiment du bon. Notamment puisque c'est un monopole public et donc un service public, alors qui est peut-être moins compétitif que des entreprises privées, mais qui du coup est subventionné, n'est pas soumis aux mêmes règles. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers un post LinkedIn de Jean-Marc Jancovici qui explique très bien ça et pourquoi c'est problématique. Et puis si j'ai l'autorisation, je vous montre quelques images du nouveau train, puisque ça y est, d'ici la fin du mois, le design intérieur du TGVM sera dévoilé. C'est parti. Il fait super chaud. On est donc le week-end du 8-9 mars et actuellement il fait en région parisienne 18 degrés. Et donc d'après Météo France, on est entre 3 et 5 degrés au-dessus des normales de saison. Faut avouer que cette semaine, l'arrivée du soleil, ça a fait un bien fou au moral. Là, les jours rallongent, il y a du soleil, il fait chaud, il y a de la lumière, vraiment. Le printemps arrive dans l'extérieur, dans les plantes, et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je plante. Et oui, je suis même vachement en retard. Dans mon appartement, enfin dans notre appartement, on a la chance d'avoir un petit balcon. Et l'année dernière, je l'ai aménagé. J'ai rajouté une grosse jardinière, un gros bac, et j'ai mis plein de petites jardinières. Et j'ai commencé à faire des plantations. Et c'est trop cool, tout ça de graines. Donc il va falloir faire des choix. Ah, j'avais oublié ces graines-là. Ça, c'est des graines qui nous ont été données à la comédie musicale du Seigneur des Anneaux, qui avait été jouée l'été dernier, enfin d'avant encore, en 2023, dans un petit moulin dans la campagne anglaise. C'est un de mes meilleurs souvenirs de comédie musicale. Bref, l'année dernière, j'avais voulu planter pas mal de légumes ou de choses à manger, mais ça prend beaucoup de place et beaucoup de terre, et le rendement est très faible puisqu'on n'est pas en pleine terre. Donc cette année, je pense que je vais mettre l'accent sur du mellifère. Je voudrais faire un mini refuge à pollinisateurs sur le balcon. En tout cas, voilà, avoir plein de fleurs déjà parce que c'est joli, et parce que ça sera très chouette pour les abeilles. Et Dieu sait que l'année dernière, j'avais quelques moutardes.
J'aime beaucoup la moutarde, en plus c'est très bon, ça capte l'azote dans l'air et ça le fixe dans le sol, donc pour régénérer le sol c'est très bon. Et du coup je vais, je pense, cette année planter pas mal de choses avec des fleurs et peut-être pourquoi pas des arbres aromatiques. Donc j'en profite pour faire une petite promo de 2 choses. Déjà, Cocopelli. Cocopelli, c'est une association qui crée des semences biologiques et reproductibles. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, quand vous achetez des graines, la plupart du temps, genre à Leroy Merlin, ou si vous êtes agriculteur et que vous achetez des graines, enfin en tout cas les graines qui sont produites pour l'agriculture, ce sont des graines non reproductibles la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des variétés qui sont créées pour que, typiquement ça, là, la moutarde, vous voyez les petites graines de moutarde, vous les plantez dans le sol, ça fait une tige, et après ça fait une moutarde, et la moutarde produit des graines. Si vous achetez des graines non reproductibles, ce qui est le cas de la plupart des graines que vous trouvez dans le commerce, à ce moment-là, les graines de la moutarde en question, qui a poussé à partir des graines que vous avez achetées, ne repousseront pas, ou repousseront mal, ou ne repousseront pas sur beaucoup de générations. C'est l'agro-business qui fait en sorte que vous êtes obligé de racheter vos graines, notamment ça est valable pour l'agriculture. Vous voulez planter, faire un champ de moutarde, vous êtes obligé de racheter des graines de moutarde tous les ans. Alors que si vous avez des graines reproductibles, qu'on appelle aussi des graines paysannes, vous pouvez prendre une partie de votre production de moutarde, récupérer les graines de cette production-là et replanter, ça vous refait le démarrage, enfin voilà, c'est le cycle naturel de la vie. D'ailleurs, les graines de moutarde... Ah, c'est trop bon. Donc Cocopelli, c'est une asso qui fait des graines reproductibles et en plus tout est bio. Voilà, donc c'est des semences bio et en général c'est fait en France ou dans des pays frontaliers, donc c'est très cool. Je vous mets le lien pour Cocopelli parce que sur leur site vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Oh la vache. J'en ai pris trop. Et je voulais vous parler d'un autre truc. Alors j'ai reçu ça par la poste il y a quelques jours. Voilà. C'est l'association qui s'appelle Agir pour l'environnement et qui a fait un crowdfunding il n'y a pas longtemps pour créer des réserves de biodiversité. Il y a un statut en France qui existe qui s'appelle ORE, Obligation réelle environnementale. Et c'est un statut qui pendant 99 ans protège une zone et en gros légalement on peut rien faire de cette zone à part laisser la nature pousser dessus, si j'ai bien compris. Sauf que transformer une zone en zone ORE c'est coûteux, il y a des démarches, des frais d'avocat, de notaire, machin. Et du coup, l'association Agir pour l'environnement a fait une levée de fonds l'année dernière, justement pour lever de l'argent, pour payer toutes ces démarches, afin de créer ces fameuses zones ORE un petit peu partout en France. Ils ont levé 1 434 930 €, donc trop stylé. Pourquoi on fait ça? Pas pour le kiff d'avoir des fleurs, même si c'est très joli, c'est que c'est hyper important de créer des réserves pour la biodiversité, parce que comme vous le savez, depuis que Homo sapiens a dit que la Terre lui appartenait, et la biodiversité, donc le reste de la nature, que ça soit les animaux ou les plantes, ou les champignons, tout le reste, il n'y a pas d'autre chose, va pas très bien, et c'est important la biodiversité parce que nous on fait partie de ce système. C'est pas juste on se débarrasse des animaux et des plantes, on va survivre, parce que en fait ça c'est utile pour nous. Là on en parle le plus, c'est peut-être la vidéo sur la permaculture. Regardez ça, c'est hyper important de préserver la biodiversité, et donc ça passe par quoi? Déjà ça passe par protéger des zones en disant tiens, cette zone elle est pour toi, la biodiversité, les abeilles, les lézards et les champignons et les arbres, et du coup continuer à prospérer parce qu'on a vraiment besoin de vous. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que quand vous donnez, vous avez en échange, et ça je trouve ça trop cool, ils vous fournissent des bombes de graines. Voilà, je suis trop content. C'est des bombes de graines faites en France. C'est des petites boules qui font cette taille-là. C'est de l'argile et du terreau et des graines. Vous mouillez votre bombe et vous pouvez l'envoyer à peu près n'importe où. Alors moi, je vais le faire un petit peu là, mais vous pouvez aussi le faire dans les espaces publics. Et le truc, c'est que ça va faire pousser plein de graines et du coup des plantes mellifères. Et donc ça, c'est vachement important. Voilà. Let's go!
Bon, alors, aujourd'hui, grosse journée, il se passe pas mal de choses et c'est pour ça que j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Je tourne le nouvel épisode sur le Solarpunk. J'ai écrit hier l'intégralité de l'épisode, donc là je vais faire des petites modifs au script ce matin. J'aurais pu aussi vous parler du jeu Solarpunk tout simplement, un jeu de survie tranquille dans un monde d'îles flottantes. Ces fameuses villes dans l'océan. Alors je préfère finir par Timberborn, un jeu... Ça a l'air beau ça, mais c'est pas du tout éco comme écologique. C'est un FPS en monde ouvert. Là je vais sur Steam parce que je parle de jeux vidéo dans le film, donc je vais juste récupérer la description d'un jeu. Et évidemment, à chaque fois que j'ouvre Steam, je suis absorbé par les propositions de jeux en promo. Alors tout le challenge quand on écrit un texte comme ça, c'est que ça soit pas juste bien écrit, parce qu'en fait on s'en fout, justement, c'est pas très bien écrit d'ailleurs, c'est que ce soit hyper oral, pour que quand après j'enregistre la vidéo, déjà ça corresponde à la manière dont moi je parle naturellement, coup de bol c'est moi qui écris le texte, et que du coup ça soit rythmé, sympa, voilà, c'est tout un travail d'écriture, et du coup, là, je vais relire mon texte à voix haute pour m'assurer que ça fit bien comment je parle. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est plutôt vachement cool. Nous pouvons accéder rapidement à une quantité presque infinie d'informations. Et voilà, c'est fini pour le tournage de cet épisode. J'ai fait qu'une prise en général, quand j'ai le texte écrit, je fais qu'une prise. Ça s'est plutôt bien passé. Je trouve ça un peu mou, mais après il faut voir avec le montage, la musique, les habillages, etc. Et je pars maintenant pour un atelier dans Paris que Marion m'a offert. Marion, c'est ma compagne. Marion m'a offert pour Noël un atelier pour pratiquer, en tout cas, la fabrication d'objets en bois. Donc on y va et il faut que je traverse tout Paris. C'est parti. Ça m'a pris à peu près 45 minutes. Si vous connaissez un peu Paris, j'ai fait n'importe quoi. J'étais vraiment perdu dans mes pensées sur la partie rive gauche et je suis allé n'importe où. Et rive droite, je suis toujours perdu. J'ai quand même réussi à trouver le chemin. Sans trop m'arrêter, ce qui est pas mal. Et pour être sûr d'être vraiment au milieu de ma pièce, ce que je fais, c'est que je retourne la pièce. Et là, si c'est bien réglé, tu retournes dedans. Plus vous allez forcer, moins ça va fonctionner. Là, si jamais je force avec mon trusquin,
je suis allé trop loin. Bah au moins c'est parallèle quoi. Ah c'est trop cool ça. Ouais, c'est bon. Bah, soit tu balances des vis Ouais, c'est ça. en bière, un peu. Avec très beau. Ouais, non. Non. Encore l'équerre pour ça, tu vois. Quelle surprise. Deux. Parce que c'est comme ça ou comme ça. Ah non, c'est comme ça. Toi Facile, c'était déjà. J'ai en fait trop pile ça là. Tout à l'heure j'avais pas du tout capté la démarche. T'as appuyé un peu fort. J'ai appuyé un peu fort. Ouais. Alors t'as pas vu celle que j'ai fait. Ok. Alors voilà, je sors de mon atelier d'initiation au bois. Donc c'est proposé sur We Can Do. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est animé par une asso qui est ici dans le 20e de Paris qui s'appelle Extramuros et c'est une asso de menuiserie solidaire. Ils font plein de trucs cool. J'ai un petit peu discuté avec Enzo qui était notre formateur ce soir. Et donc je vous mets le lien de leur site ou leur Insta à voir. Allez voir ce qu'ils font. Si vous êtes à Paris et que vous voulez apprendre à faire le bois, c'est trop cool. Ils font ça avec du bois de récup et voilà, c'est sympa et moi j'ai bien kiffé et ça me donne envie de continuer à travailler comme ça. En plus on a fait que avec des outils à main ce soir et non pas avec des outils électriques, donc c'était plutôt chouette. Voilà. Pour poursuivre dans le thème de l'artisanat, je me suis rendu quelques jours plus tard au festival Perspective organisé par le Campus Versailles, qui est un lieu d'apprentissage, de pratique, d'échange et de réflexion dédié au métier du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. Alors j'ai pu rencontrer quelques artisans, là vous voyez les images. Donc d'abord il y avait la famille Pied de Fer, père et fils, donc qui sont des charpentiers menuisiers qui ont notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame et donc là ils nous montraient quelques assemblages de bois, c'était hyper intéressant. Ensuite il y avait Bénédicte Jubert qui elle travaille sur le canage traditionnel que vous avez dû voir à peu près partout dans les vieilles maisons qu'on peut trouver en France. Il y avait aussi un bar à teinture présenté et animé par Charlie Gasparetti, donc c'est des teintures qui sont entièrement végétales et qui sont donc des alternatives aux teintures chimiques qu'on utilise d'habitude. Et puis enfin, je me suis arrêté sur le stand de Blandine Lelon-Bontour, qui est designer textile et qui notamment travaille des textures à partir de textures naturelles, comme vous pouvez le voir sur les images. Là, par exemple, c'est des textures d'écorce d'arbres retranscrits sur les tissus. Et voilà, retour en studio. Si vous voulez plus d'informations sur le festival Perspective, le campus Versailles ou les différents artisans et artisanes dont je vous ai parlé, évidemment, il y a toutes les informations dans la description. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors, fast forward, on est le 31 mars, le dernier jour, le jour de la publication. J'enregistre ça cet après-midi. Aujourd'hui, grosse nouvelle dans la vie politique française, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, entre autres, avec une peine qui démarre donc maintenant, même s'il y aura une procédure d'appel qui a été lancée. Alors, je réagis un petit peu à chaud comme ça, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés. Personnellement, je trouve que c'est une super bonne nouvelle que quelqu'un qui fait des choses qui sont hors la loi soit condamné, et ça montre aussi qu'il y a une indépendance de la justice. Il y a ce principe qui est assez important dans notre République et dans le fonctionnement démocratique, c'est l'équilibre des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, mais il y a aussi le pouvoir judiciaire qui est donc un contre-pouvoir, et donc là on voit que ça sert, et il faut se battre pour continuer à garder ces équilibres de pouvoir, ces pouvoirs et ces contre-pouvoirs, parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis ça ne fonctionne
pas très bien. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc comme je vous l'ai dit, on est le dernier jour du mois de mars. Que s'est-il passé entre la mi-mars et la fin mars? Et ben notamment, je suis parti une semaine en vacances en Espagne en train, à Barcelone et à Madrid, et évidemment il y aura une vidéo dédiée à ce voyage et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé ici dans la vidéo. Avant de finir, une dernière chose, je voudrais vous faire mes recos lectures de ce mois-ci. Alors tout d'abord, Lord of the Flies. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté à Édimbourg quand on y est passé pendant notre voyage en Écosse, et d'ailleurs la vidéo est par là. C'est donc Sa Majesté des Mouches, c'est un roman assez connu de William Golding que je n'avais jamais lu et que j'ai découvert avec cette adaptation en roman graphique. Et franchement les dessins sont trop beaux. J'ai vraiment adoré, et il y a une traduction en français aussi si ça vous intéresse, exactement dans cette même édition qui est d'ailleurs trop belle. Pourquoi je vous parle de ça? Et ben si vous ne connaissez pas l'histoire de Sa Majesté des Mouches, ce sont des enfants qui se retrouvent sur une île déserte et on observe comment une société composée uniquement d'enfants évolue, et donc ça en dit long sur la condition humaine, et c'est des choses qui sont bonnes à savoir je pense pour construire le monde de demain, parce qu'il y a des choses pas forcément folichonnes et il va falloir qu'on puisse continuer à lutter contre nos instincts un petit peu primaires. Voilà, je résume, mais super lecture. Ensuite toujours une bande dessinée, Ressources, un défi pour l'humanité. Donc c'est une bande dessinée de Philippe Biwix qui est un ingénieur qui est assez connu, et de Vincent Perriot qui est donc lui l'illustrateur. Et donc ça parle tout simplement des ressources, de nos problèmes de ressources sur Terre, le fameux problème de la croissance infinie dans un monde fini qui n'est pas possible. Et puis voilà, ça explore des pistes pour l'avenir en abordant notre consommation de ressources naturelles, notre utilisation et notre recyclage ou non recyclage de ces ressources. C'est hyper intéressant, très très bien illustré, vraiment c'est un super beau livre. J'ai adoré le lire et à la fin il y a plein d'informations, donc je vous le conseille. Et d'ailleurs Philippe Biwix, il faudra qu'un jour j'aille le rencontrer puisqu'il parle de choses très intéressantes, et notamment je pense que c'est une référence sur les low-tech. Et enfin un roman assez gros, un peu plus de 500 pages en poche de Vincent Villeminot qui s'appelle Nous sommes l'étincelle. Ça a obtenu le prix du roman d'écologie en 2020. C'est dur de vous raconter ce que c'est sans tout vous spoiler. C'est une histoire un petit peu emmêlée à plusieurs époques en France, dans le futur. Il y a une vraie réflexion sur la révolution, comment mener la révolution écologique, une vraie pensée du comment vivre différemment, et puis voilà l'évolution des générations futures, l'avenir. Voilà, il y a Alexis Génie qui est prix Goncourt qui a dit: c'est beau, violent, cru, tragique et puis haletant, un propos politique qui se dévore comme un roman d'aventure. Je pense que c'est hyper bien résumé, je vous le recommande vraiment chaudement, je l'ai lu assez vite, c'est vraiment formidable. Voilà pour les recos de lecture. Un dernier point juste avant de terminer. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de la SNCF, des nouveaux TGV, de la mise en concurrence. Je vous ai aussi parlé des semences paysannes et des semences pas paysannes, donc non reproductibles. Tout ça, c'est des sujets qui sont évidemment très complexe et que je vous ai simplifié, donc je vous ai rajouté des liens dans la description si les sujets vous intéressent et que vous voulez creuser un petit peu plus ces sujets-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Le mois de mars était vraiment cool, avec notamment l'arrivée du printemps, et puis aussi pas mal de bonnes nouvelles du côté écolo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce, de vous abonner et puis d'activer la petite cloche. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer sur la page Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent déjà. Et puis je voulais aussi dire bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées avec la vidéo Solarpunk. Vous avez été assez nombreux à la regarder, à la commenter et à rejoindre la chaîne. Donc merci pour ça, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça a été un vrai plaisir de la produire. Bienvenue sur la chaîne et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.